Est-ce que tu savais que la France, ça avait ressemblé à ça? Oui, oui, non, non, là, je rigole pas, je t'assure. Il y avait que Brest, même Nantes était pris, il y avait Brest, il y avait Limoges, Bordeaux, Toulouse et Perpignan, et la Corse, bien sûr. Mais le reste était totalement envahi. Non, non, c'est pas 1940, on est au 19e siècle, et la France est totalement envahie. Paris, Lille, Dunkerque, Lyon, Marseille, Grenoble, Nice, tout ça appartient donc au territoire donc étranger. Cette roadmap là que je vous présente là, bah ça a duré 4 ans, hein, ça a pas duré 2 semaines, hein, c'est pas un lapin de 2 semaines, hein, ça a duré 4 ans et pendant le 19e siècle. Bon, je vais développer ça un petit peu plus en profondeur. Alors, on est en 1813. Napoléon, encore affaibli par la désastreuse campagne de Russie de 1812, ne peut mobiliser qu'une armée de 300 000 hommes face à la plus grande coalition jamais réunie contre lui, comprenant l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède. Rien que ça. Ils sont à 5 sur 1, en mode gangbang. Et là, ça va faire très mal pour la France. Après la défaite de Leipzig, les troupes impériales sont contraintes d'évacuer l'Allemagne. Partout en Europe, les généraux de Napoléon, comme Eugène de Beauharnais en Italie, le maréchal Soult en Espagne, accumulent les revers et les défaites. Bon, ça sent la Bérésina, mais multiplié par 40 000 en fait. Ça va mal se passer, ça va pas bien se passer. À partir de la seconde moitié de décembre 1813, il y a à peu près 230 000 soldats alliés qui franchissent les frontières françaises, marquant donc la première invasion du territoire depuis 1792. Un peu plus donc de 20 ans après pour ceux qui suivent. Malgré une armée réduite à 60 000 hommes, Napoléon lance une campagne en France dès janvier 1814. Il remporte plusieurs victoires face à des adversaires beaucoup plus nombreux et ne parvient pas, malheureusement pour lui, à renverser le cours de la guerre. De plus, la population, lassée des conflits incessants, aspire à la paix. Les impôts se sont alourdis pour financer la guerre, les pertes humaines suscitent un profond rejet et les forces coalisées donc progressent rapidement vers Paris. Le maréchal Marmont choisit finalement de capituler, donc c'est ce qui va provoquer entre autres la fin de Napoléon. Et le 4 avril 1814, Napoléon abdique et est envoyé sur l'île d'Elbe. À ce moment-là, donc, va y avoir une sorte d'occupation d'avril à juin 14. Les Alliés cherchent à établir un équilibre en Europe, perturbé par la France depuis 25 ans. Leur objectif est d'instaurer un régime stable. Après plusieurs propositions, on parle de la Restauration particulièrement, donc ils s'accordent sur le retour des Bourbons avec Louis XVIII. Le 14 avril, son frère, le comte d'Artois, rassemble le Sénat et promet l'octroi d'une constitution. Le 23 avril, donc la même année, une convention rédigée par Talleyrand est signée avec les Alliés. Elles imposent à la France donc le retour de ses frontières de 1792 et la restitution progressive des places fortes. Celle du Rhin sous 10 jours, celle d'Italie sous 15 jours, celle d'Espagne sous 20 jours et toutes les autres avant le 1er juin. Les garnisons françaises qui sont mis en mal en point ont l'autorisation de se retirer avec armes et bagages, emportant un canon pour 1000 hommes. Aucun soldat ne sera fait prisonnier, mais l'artillerie restant, les munitions, les cartes, plans et archives devront être remis aux Alliés. En tout, la France perd 50 forteresses et 11 000 canons. L'occupation est répartie comme ceci, je vous le présente. Donc, la grande armée alliée, donc la garde impériale russe, la réserve et la garde autrichienne stationnent à Paris. L'intendance se trouve en Seine-et-Oise. Le 6e corps est cantonné dans la Marne. Le 5e corps occupe les Vosges et les Meurthe. Le 4e corps, donc dirigé sous Wurtemberg, s'installe dans Lyon et l'Aube. Le 3e corps de Gyulay prend position en Côte d'Or. Le réserve de cavalerie autrichien est en Haute-Marne. Également, il y a donc, là c'était la grande armée alliée, il y a aussi l'armée de Silésie. Donc le corps Vorontsov est déployé dans l'Oise, le corps Langeron stationne dans l'Aisne, le corps Saken est positionné dans les Ardennes, le corps York occupe le Pas-de-Calais, le corps Kleist est installé dans la Somme. Ajoutez à ça la 3e armée, donc l'armée du Sud, donc ça, comme vous vous doutez, ça gère le Sud. Donc elle gère les régions du Mont Blanc, l'Isère, le Mans, le Rhône, Saône-et-Loire. Dans le sud du pays, donc il y a une partie du territoire qui est occupée par les forces britanniques, espagnoles et portugaises, sous les ordres de Wellington.
Après la bataille de Toulouse, le 10 avril, les troupes françaises se retirent, permettant aux Britanniques d'entrer dans la ville. Les notables locaux, favorables au retour des Bourbons, souhaitent immédiatement proclamer la restauration monarchique. Cependant, Wellington, préférant ne pas s'impliquer politiquement, attend le résultat du congrès de Châtillon avant de prendre position. Ce n'est que le 12 avril que la nouvelle du changement de régime parvint à Toulouse. Les troupes britanniques adoptent une conduite exemplaire, restent pour la plupart donc dans des bivouacs hors des murs de la ville, à l'exception du corps du général Hipp qui lui donc campe en son sein. Donc je vous récapitule un petit peu. Donc la partie nord, incluant l'île et Dunkerque, va être occupée par le Royaume-Uni. La partie juste en dessous, donc là où il y a Cherbourg et Paris aussi, va être dirigée par la Prusse. Ensuite, Nancy et les zones aux alentours, elles, vont être dirigées par la Russie. Par la suite, nous avons donc Orléans. Orléans donc, et sa zone est dirigée donc par la Bavière. Ensuite, la partie sud, elle est dirigée par l'Autriche. Donc tout ce qui est de Troyes, Dijon, Lyon, Valence, Marseille à Toulon. Donc c'est quand même une sacrée partie. Hein. Tout ceci est dirigé donc par les Autrichiens. Et donc Strasbourg et ses alentours, elle, est dirigée par la Bade et la Saxe. Rien que ça. Ensuite, donc, le 30 mai 1814, les représentants des puissances coalisées signent avec le nouveau gouvernement français le premier traité de Paris. Donc, il y a une conscience de la fragilité du pouvoir des Bourbons et ils souhaitent éviter un retour des tensions. Les Alliés adoptent une attitude relativement clémente. La France retrouve ses frontières en 1792 et subit ni occupation militaire prolongée ni indemnité financière. Toutefois, elle perd certaines de ses possessions coloniales, notamment Tobago, Sainte-Lucie et l'Île-de-France. En contrepartie, elle se voit accorder une place au sein du Congrès de Vienne, où se redéfinissent les équilibres européens. Le tsar Alexandre Ier joue le rôle clé dans l'élaboration de ce traité, venu en France avec l'intention initiale d'abolir le régime impérial et d'instaurer la République. Il change d'approche en réalisant l'importance de réintégrer la France dans le concert des nations. Soucieux de maintenir un équilibre face à la puissance britannique, la Russie, ancienne adversaire du Royaume-Uni durant la guerre anglo-russe, voit en la France un allié potentiel pour l'avenir. Les forces alliées décident de demeurer en France jusqu'à la mise en place d'un cadre institutionnel stable. Le 4 juin 1814, Louis XVIII promulgue la charte constitutionnelle qui garantit un fonctionnement monarchique encadré par certaines libertés. Rassurés par la stabilité retrouvée et par l'aspiration des Français à la paix, les Alliés amorcent progressivement le retrait de leurs troupes du territoire. Bon tout devrait bien aller alors, il devrait pas y avoir de galère. En fait, si, il y a une galère, et il y a une très très grosse galère, à savoir donc le retour de l'aigle. Bon, le retour de l'aigle, il fait pas vraiment plaisir à grand monde. Il va y avoir une obligation de rétablir donc la 7e coalition contre ce cher monsieur Napoléon. Le régime de Napoléon est rétabli face à la restauration donc du régime monarchique qui est totalement instable, on peut le dire. Et pourtant, c'est le but de cette restauration, c'était d'établir une paix et une sorte de prospérité de la France, et permettant ainsi donc un équilibre des puissances. Mais non. Napoléon, lui, il s'est enfui donc de l'île d'Elbe, il a débarqué à Golfe-Juan, il y arrive donc le 20 mars 1815, l'ancien empereur rentre au palais des Tuileries, il repasse, donc il était empereur de France, puis empereur de l'île d'Elbe, ou général, et il repasse donc empereur des Français. Donc il revient sur le trône de France, donc l'empereur rompt à la fois les engagements pris lors de son abdication le 4 avril et ceux du traité dont on vous a parlé, le traité de Paris, qui amenait à un équilibre assez avantageux pour les Français, on peut le dire. Tout ceci repart en guerre. Il y a Talleyrand qui est au congrès de Vienne, qui essaie de calmer les choses, mais rien n'y fait. Tout le monde est vénère, tout le monde est hors de soi, tout le monde est saoulé, mais tout le monde repart pour la guerre. Et donc on arrive à un moment, donc la célèbre bataille de Waterloo. Donc on est le 20 novembre 1815, il y a la défaite de Napoléon à Waterloo et sous le définitif à Sainte-Hélène, proposé donc par Talleyrand. Les puissances coalisées imposent à la France un second traité de Paris, marqué par le retour temporaire de l'empereur durant 100 jours. Elles adoptent cette fois une approche bien plus sévère.
Cependant, derrière l'apparente intransigeance des Alliés, des divergences stratégiques se dessinent. La Russie et l'Angleterre, soucieuses d'équilibrer les forces en Europe, refusent d'humilier excessivement la France afin de contenir donc l'influence grandissante des puissances germaniques, notamment donc la Prusse et l'Autriche. C'est les deux qui sont dans le viseur en fait. Leur objectif est donc de punir la France tout en lui permettant de se relever rapidement pour jouer un rôle stabilisateur sur le continent. Alors pas trop non plus, mais pas assez non plus. Entre les deux. France, tu vas rester un pays moyen, normal. Tu vas suivre le rang, quoi. Tu vas faire le boulot. C'est ce que disaient donc la Russie et le Royaume-Uni. Le traité signé entre la France et les 4 grandes puissances alliées, donc l'Angleterre, Russie, Prusse et Autriche, redéfinit les frontières du pays qui retrouvent celles de 1790. Elle cède plusieurs territoires à la Prusse, aux Pays-Bas, notamment Landau, Saarbrück, Sordoux, Bouillon, Philippeville et Marimbourg. Sur le plan économique, la France est contrainte de verser 700 millions de francs d'indemnités de guerre et de financer l'entretien d'une armée d'occupation étrangère de 150 000 hommes, stationnés dans les régions frontalières pour une période prévue de 5 ans. Cette occupation dite de garantie répartit les troupes de manière suivante. Les Anglais, donc comme je vous l'ai dit, dans le nord, les Russes dans les Ardennes, les Autrichiens dans l'est, les Prussiens en Meuse. Dès l'application du traité, les forces excédentaires des Alliés quittent la France, tandis que les 150 000 soldats restent et s'installent dans les zones frontalières, sous le commandement des figures militaires emblématiques. Donc Wellington pour les Britanniques, le baron de Frémont pour les Autrichiens, le général Vorontsov pour les Russes. Très vite, l'occupation engendre des tensions, notamment en raison des lourdes charges qu'elle impose à la population locale. Conformément donc à une convention additionnelle du traité de France, donc la France, elle, doit assurer l'hébergement, l'alimentation, l'équipement des troupes étrangères. Or, le gouvernement royal manque de ressources pour couvrir ses défenses. Il autorise donc les communes à puiser dans les taxes additionnelles des impôts pour financer les coûts de casernement, donc de gérer les militaires au sein des casernes. Le ministère de la guerre ne prend en charge ces dépenses qu'à partir de 1816, ce qui entraîne de nombreux litiges entre l'État et les municipalités. Cependant, il y a des différends qui perdurent jusqu'aux années 1840. L'arrivée massive des soldats étrangers accentue la pression économique sur les régions occupées. La demande croissante en nourriture entraîne une flambée des prix des céréales, d'autant que l'éruption du volcan Tambora en 1815 cause des conditions climatiques désastreuses, affectant les récoltes. Cette crise alimentaire accentue le mécontentement populaire, donnant naissance à des rumeurs bonapartistes et à des manifestations d'hostilité envers toutes les autorités. Cependant, tandis que les classes populaires expriment leur ressentiment, la bourgeoisie reste favorable au régime de Louis XVIII, voyant en lui un garant de la stabilité. Avec le temps, la population locale s'adapte progressivement, la présence des troupes étrangères rendant la cohabitation plus supportable. Toutefois, au niveau national, le coût de l'occupation devient insoutenable. Le duc de Richelieu, nouveau chef du gouvernement, cherche à alléger ce fardeau financier. Avec son ministre des Finances, le baron Corvetto, négocie des emprunts auprès des banques anglaises, Baring et hollandaises, Hope, grâce à l'appui des milieux politiques britanniques, soucieux de voir la France retrouver son équilibre. Ces financements sont accordés, permettant de solder une partie des indemnités de guerre. En 1818, donc 4 ans au lieu de 5 ans avant la fin de ce contrat, Richelieu engage des discussions avec les puissances coalisées pour obtenir la fin de l'occupation. Le congrès d'Aix-la-Chapelle officialise cette décision et réduit les indemnités dues par la France. De plus, elle est admise au sein de la Sainte Alliance, un système diplomatique destiné à maintenir la stabilité en Europe et à préserver l'ordre monarchique. Dès l'annonce du départ des troupes étrangères, le climat change radicalement en France. La relative tolérance qui s'était installée à l'égard des soldats alliés laisse place à une recrudescence des tensions et des incidents. Les autorités locales sont sommées d'intervenir pour éviter des débordements qui pourraient nuire aux relations diplomatiques. Toutefois, certains régiments, comme celui du baron de Frémont à Colmar, sont remerciés pour leur comportement exemplaire durant leur séjour. On est au printemps 1819, donc 4 ans après.
les derniers soldats étrangers quittent définitivement le territoire français, mettant un terme à une occupation qui, bien que pesante, aura été gérée avec une relative modération par les grandes puissances. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à aimer, à partager, à commenter. N'hésitez pas également à enregistrer les vidéos. Tenez-moi informé, ça m'intéresse fortement. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi bien évidemment laisser un petit don sur Tipeee. Cela m'aiderait grandement. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut les amis.